What's Up, le podcast zéro émission par Automobile Propre. Encore des mauvaises nouvelles de Fisker. Volkswagen ID.3 et ID.7 Tourer GTX, les sportives électriques de Volkswagen sont enfin là. Tesla Model Y 2 places, un utilitaire électrique pour tous les professionnels. La Porsche 911 hybride arrive bientôt. Et enfin, Porsche sur tous les fronts est toujours aussi rentable. Voilà pour les grands titres de l'actualité de la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'interview d'un acteur engagé de façon fort originale et inspirante dans l'électromobilité. Nous retrouverons également l'essai de la semaine, celui du Mini Countryman SE All 4 2024. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 108 du 16 mars 2024. Cet épisode bénéficie du soutien de cartegrise.com, une référence dans le domaine des démarches liées à la carte grise depuis plus de 15 ans. Vous connaissez probablement les tracas administratifs liés à l'obtention d'une carte grise, On sait que ce n'est pas toujours très simple. Eh bien, cartegrise.com simplifie cette démarche pour vous. En utilisant leur service en ligne, vous pouvez effectuer votre demande rapidement et en toute simplicité. Ils sont agréés par l'État et promettent de traiter votre demande en moins de 24 heures. Vous recevrez ensuite votre nouvelle carte grise chez vous en seulement 2 à 3 jours. Donc si vous vous trouvez dans la situation parfois compliquée de devoir mettre à jour votre carte grise, pensez à cartegrise.com, ils sont là pour vous simplifier la vie sans tracas inutiles, un partenaire fiable pour toutes les démarches liées à la carte grise. Et un grand merci à eux pour leur soutien à notre émission. L'actu de la semaine. Coup dur pour le constructeur de véhicules électriques Fisker qui se prépare au pire. L'entreprise a engagé des conseillers pour l'assister en cas de faillite, ce qui confirmerait les difficultés croissantes que rencontre la marque. En cause, les multiples problèmes rencontrés par son SUV électrique Ocean, déjà fragilisé par de mauvais résultats aux essais et une affaire de boost controversée. Fisker voit son action chuter en bourse. La situation est si grave que la marque risque même d'être radiée de la cotation. Pour tenter de se sauver, Fisker s'oriente vers un partenariat avec Nissan, nous en avons déjà parlé dans le podcast et sur Automobile Propre. L'accord permettrait à la firme japonaise de disposer d'une plateforme pour un pick-up électrique, tandis que Fisker pourrait réduire ses coûts de production en sous-traitant la fabrication. Mais est-ce que cela sera suffisant ? L'avenir de Fisker reste incertain et la faillite semble désormais une option bien réelle. Volkswagen a dévoilé sa nouvelle ID.3 GTX, une version survitaminée de sa compacte électrique. Déclinée en deux variantes de 286 et 326 chevaux, elle promet des performances largement améliorées et une autonomie plus généreuse. Quelques points à retenir au sujet de cette nouvelle version musclée de l'ID.3. Des performances de haut niveau avec une accélération de 0 à 100 en 5 secondes 6 pour la version performance. Une vitesse maximale de 200 km/h et un couple de 545 Nm. Deux versions seront disponibles, l'ID.3 GTX de 286 chevaux et l'ID.3 GTX Performance, la plus puissante donc de 326 chevaux. Cette nouvelle déclinaison sera dotée d'une suspension active adaptative DCC Sport et d'un système d'infodivertissement dernière génération avec un écran central encore agrandi à 12 pouces. Côté ligne, on aura droit à un pare-choc avant spécifique, des jantes de 20 pouces, des phares LED à faisceau matriciel EQ Light. L'ID.3 GTX offrira jusqu'à 600 km d'autonomie, alors pour l'instant c'est une estimation, ce n'est pas encore officiel, et une recharge rapide en 400 volts jusqu'à 175 kW. Le design de l'ID.3 divise depuis ce lancement, mais je trouve personnellement cette version GTX dans sa livrée rouge roi assez réussie, rouge roi métallisé plus précisément. Les tarifs et les dates de commercialisation n'ont pour le moment pas encore été communiqués. Dans la foulée, Volkswagen a aussi dévoilé la nouvelle déclinaison de son break ID.7 Tourer, une version boostée avec plus de puissance et des finitions plus riches. Cette ID.7 Tourer GTX, donc comme l'ID.3, est dotée d'une transmission intégrale et d'une double motorisation fournissant 340 chevaux pour une vitesse maximale de 180 km/h. L'accélération n'a pas encore été dévoilée. L'autonomie est quant à elle estimée à environ 625 km en cycle WLTP mixte grâce à une batterie de 86 kWh ou 91 kWh brut. La recharge atteint jusqu'à 200 kW pour une récupération de 10 à 80% en moins de 30 minutes. La voiture est équipée de jantes 20 pouces Skagen, d'un large toit panoramique Smart Glass, d'une instrumentation numérique sur écran central de 12 pouces, comme celui de l'ID.3 donc. Le prix et la date de commercialisation ne sont pas encore communiqués, mais il faudra certainement sortir un bon chèque, vraisemblablement au-delà de 60 000 € pour cette ID.7 GTX Tourer.
Tesla lance une version originale et inédite de son Model Y, une version 2 places uniquement destinée au marché français. Ce modèle répond à une demande des professionnels français pour un utilitaire électrique performant et autonome. Cette déclinaison originale et unique au monde propose évidemment et avant tout un immense volume de chargement, soit 2041 litres après transformation, identique à la banquette arrière rabattue. Ensuite, on retrouve toutes les caractéristiques d'autonomie et de performance que l'on connaît sur la Model Y, qui est, rappelons-le, la voiture la plus vendue dans le monde, en tout cas en 2023. D'ailleurs, elle sera disponible en 3 versions, cette Model Y 2 places, propulsion, grande autonomie et performance, comme la berline ou comme le SUV d'origine. La Model Y utilitaire sera vendue à un prix compétitif à partir de 37 038 € hors taxe après la récupération de la TVA. En revanche, elle ne bénéficiera d'aucun bonus écologique, ni le bonus de 4 000 € pour les particuliers, ni le bonus de 3 000 € pour les professionnels. Cependant, la Model Y 2 places est une proposition intéressante pour les professionnels qui cherchent un utilitaire électrique performant et autonome. Il n'a pas de véritable concurrent frontal sur le marché, mais il devra faire face à la concurrence des modèles thermiques traditionnels. Les livraisons débuteront au printemps 2024. Porsche a officialisé l'arrivée d'une version hybride de sa légendaire 911. Prévue pour cet été, cette variante combinera un moteur 6 cylindres à un moteur électrique pour une puissance accrue et des émissions réduites. On sait déjà que la batterie sera rechargée par la récupération d'énergie au freinage et par le moteur 6 cylindres. La 911 hybride sera donc une hybride simple, sans recharge, ce ne sera donc pas une hybride rechargeable. Son succès dépendra évidemment de son prix et de ses performances réelles, mais elle a le potentiel de séduire les fans de la 911 qui recherchent une alternative plus écologique et non pas moins puissante. L'arrivée d'une 911 hybride est une nouvelle étape importante dans l'histoire de la célèbre sportive. Du côté de chez Porsche, on ne chôme pas puisque la marque sportive allemande vient de dévoiler une version radicale ultra puissante de son Taycan électrique, la Taycan GT Turbo, qui offre une puissance démoniaque de 1108 chevaux et des accélérations de dragster puisqu'elle abat le 0 à 100 en 2 secondes 2. Puisque nous sommes dans la folie, il sera intéressant d'observer les premiers reportages de duel avec la Tesla Model S Plaid qui reste la référence dans le domaine de l'accélération dragster et avec des vidéos qui ne manqueront pas de fleurir et d'envahir YouTube quand ce monstre sera disponible. Comptez quand même 246 538 € en tarif de base, sans compter les très coûteuses options qui font le charme de la marque. Toujours chez Porsche, on se félicite de l'excellent démarrage des commandes du nouveau Macan électrique dévoilé il y a quelques semaines et qui sera disponible au cours du deuxième semestre 2024 puisque le constructeur a déjà reçu 10 000 commandes. Enfin, tout semble aller très bien pour Porsche qui vient de boucler une année 2023 très satisfaisante avec un chiffre d'affaires à 40 milliards 500 millions d'euros et une progression de 7,7% par rapport à 2022, des bénéfices nets de 7 milliards 300 millions d'euros et une marge opérationnelle de 18% et 320 220 véhicules livrés. Rappelons que Porsche est la marque automobile la plus rentable au monde. L'interview de la semaine. Aller à la rencontre des acteurs engagés dans la mobilité électrique légère partout en France, c'est le défi un peu fou que Jérôme Zindi a décidé de relever. Se qualifiant lui-même de vélo reporter bas carbone, Jérôme accomplit en ce moment même la nouvelle aventure mobile, un tour de France aux commandes d'un drôle de véhicule électrique, un véhicule intermédiaire. Cette expérience, réalisée dans le cadre de l'extrême défi lancé par l'ADEME pour faire émerger les talents de l'électromobilité de demain, le conduit à parcourir près de 150 km par jour à la rencontre des acteurs du secteur, qu'ils soient artisans, industriels ou même étudiants. Une aventure passionnante à découvrir à travers de courtes et très dynamiques pastilles vidéo diffusées régulièrement sur son site, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. L'idée derrière ce programme est de montrer que l'on peut parcourir l'essentiel de ses déplacements à bord d'un véhicule hybride entre vélo électrique et voiture électrique avec un bilan carbone très largement réduit. Bonjour Jérôme Zindi. Bonjour. Vous vous présentez comme vélo reporter, pionnier de la vidéo bas carbone. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors en fait, ça signifie que je réalise toutes mes vidéos avec le plus faible impact possible sur l'environnement. Et donc pour faire ça, en fait, je me déplace à vélo électrique. Alors j'ai plusieurs types de vélos. J'ai un vélo électrique solaire, donc qui produit lui-même son énergie.
Donc avec ça, je pars faire ce que j'appelle des vélos reportages itinérants. C'est-à-dire que je pars plusieurs jours en fait pour aller rencontrer par exemple des agriculteurs qui sont engagés sur l'agriculture durable, pour documenter de nouvelles façons de se déplacer. J'ai aussi un vélo électrique pliable qui me permet de prendre le train et d'aller sur des tournages, par exemple pour Mai à vélo, où je vais suivre 4000, enfin je suis pas 4000 événements, mais je suis une vingtaine d'événements parmi les 4000 organisés tout le mois de mai pour promouvoir le vélo en France. Et puis là, en ce moment, j'ai ce qu'on appelle un véhicule intermédiaire. C'est une sorte de vélo augmenté. Donc on est, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, abrité des intempéries, en tout cas ce qui permet de rouler toute l'année, quelles que soient les conditions météo. Alors là, les conditions sont excellentes, même un peu inquiétantes pour un mois de mars, et une température très très élevée. Et d'où les lunettes de soleil au niveau de la luminosité pour cette interview. Alors, ce vélo, alors vous avez effectivement plusieurs types d'engins, on va y venir après. Le vélo électrique solaire, il est, alors je l'ai vu, on le voit sur vos vidéos. Oui. C'est un vélo qui a deux panneaux photovoltaïques, un à l'avant et à l'arrière, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et ce vélo, il est autosuffisant. Il a besoin de se recharger ou est-ce qu'il se recharge exclusivement au solaire? Alors, ça dépend des conditions, mais globalement, quand on a des bonnes conditions de luminosité, en fait, il n'a pas besoin du tout de recharger. Je peux faire 150 km par jour quand on a du soleil. Donc, en fait, sur certains projets, je peux vous en citer un, par exemple. J'ai fait un tour des parcs naturels régionaux de la région sud. Donc, c'était 1500 km avec 15 000 mètres de dénivelé positif. Et j'ai été autonome à 95% du temps. J'ai juste eu à recharger une fois parce que effectivement, il y avait pas mal les conditions étaient très nuageuses et les panneaux produisaient plus suffisamment pour pouvoir se déplacer en totale autonomie. Donc c'est pas non plus miraculeux, mais en tout cas je trouve ça exceptionnel de pouvoir se déplacer avec un moyen qui produit lui-même son énergie et qui va vers une forme d'autonomie. Surtout dans les conditions dans lesquelles on arrive, avec une énergie qui va être toujours plus coûteuse, toujours plus compliquée à produire. Et d'ailleurs, le véhicule intermédiaire que j'utilise en ce moment, il est prévu pour accueillir un panneau de 100 watts sur le toit. Donc ça suffira pas pour forcément produire toute l'énergie du véhicule, surtout si on a des trajets assez longs, mais ça peut avoir un apport assez conséquent de 500 ou 600 Wh dans la journée, soit 25-30% du total de la consommation du véhicule si on consomme tout. Donc, bien sûr, si on fait des trajets plus courts, ça peut carrément suffire à produire l'énergie nécessaire au véhicule, ce qui est quand même absolument génial. Vous êtes venu comment au vélo reportage? C'est-à-dire, la question en fait, c'est est-ce que vous aviez une sensibilité environnementale et vous êtes allé sur le reportage bas carbone, ou est-ce que vous étiez déjà reporter et vous vous êtes intéressé aux problématiques environnementales? Alors j'étais déjà reporter effectivement, mais dans un tout autre univers puisque je travaillais dans le milieu du rallye automobile en fait pendant plus de 10 ans. Donc moi ma vie d'avant c'était avion, hélicoptère, 4x4, donc des choses très très carbonées, extrêmement polluantes. Et puis plus le temps passait, plus effectivement ma conscience environnementale grandissait. J'abîmais pas volontairement la nature, mais je me rendais compte que je contribuais effectivement au dérèglement climatique et à abîmer notre planète. Donc plus j'avançais, plus j'étais conscient de ça. Et ensuite en juillet 2019, j'ai pris une grosse claque. En fait, je suis allé faire une randonnée en Auvergne et j'ai été confronté pour la première fois à la sécheresse en France, en tout cas dans une région où on s'y attend pas du tout, l'Auvergne. Je m'attendais à voir des montagnes totalement vertes et c'était absolument pas le cas. Tout était très sec, au contraire. J'ai discuté avec des agriculteurs obligés de vendre une partie de leur bétail faute de production autofourragère suffisante. Et j'ai traversé des villages ravitaillés par des camions citernes d'eau. Et donc là, juillet 2019. Déjà en juillet 2019. On est dans des zones, déjà en juillet 2019. Et justement, ça surprend parce que la deuxième grosse claque que je me suis pris, c'est que on n'en parlait pas, en fait. Oui, parce qu'il fallait vraiment creuser pour trouver l'information. Exactement, tout à fait. Et malheureusement, quand je raconte ça aujourd'hui, des villages ravitaillés par des camions citernes d'eau, ça choque de moins en moins parce qu'on s'y habitue et ça devient malheureusement la norme. Donc il y a une urgence à changer. Il suffit de suivre un peu l'actualité pour se rendre compte que le climat se dérègle très très vite. Là, je suis dans les Alpes et il doit faire une quinzaine de degrés en fait, alors qu'on est mi-mars. Vous êtes où exactement, quelque chose qui est totalement anormal. Alors, je suis dans un village qui s'appelle Valéry et je suis à la limite du Haut-Jura, voilà, en direction de Cluses. Ok.
Oui, bah je confirme. Là, je suis à Lyon. Il fait 20 degrés presque là, au soleil. Ouais, c'est totalement anormal en fait. Donc après, suite à cette prise de conscience, j'ai réfléchi à comment je pouvais changer les choses à mon niveau. J'ai bien compris que je pourrais pas changer le monde, mais que je pouvais changer mon monde à moi. Et donc ma possibilité d'action finalement, c'est de réduire mon propre impact environnemental. Donc dans ma vie personnelle, j'ai fait des changements radicaux. Je prends plus l'avion depuis 2019. Je suis passé au vélo sur tous mes trajets. J'ai changé mon alimentation, bref. Et puis dans ma vie professionnelle, encore une fois, Vous n'avez plus de voiture ? J'ai souhaité réorienter mes activités. Non, j'ai plus de voiture. Et Dieu sait que j'étais conditionné par l'automobile. Moi, j'ai un papa qui travaillait dans l'industrie. Je suis originaire de Mulhouse. Il y a PSA qui s'appelle Stellantis maintenant juste à côté. Donc voilà, avec mon père, on regardait Turbo le samedi. On suivait le Paris-Dakar. C'est pas pour rien non plus que j'ai travaillé dans l'univers du rallye raid ensuite. Quand j'avais une bonne note à l'école, je recevais une petite voiture, etc., etc. Donc en fait, on grandit finalement quand on y réfléchit. L'être humain d'aujourd'hui, il grandit avec l'automobile en fait. La culture on est transporté par ses parents dès le plus jeune âge dans une voiture, donc ça fait partie de nous quoi. C'est normal d'avoir un habitat, un téléphone aussi aujourd'hui, mais aussi une voiture. Donc en fait, c'était quelque chose sur laquelle je m'étais pas posé de questions. Effectivement, plus j'avançais dans le temps, plus je me rendais compte que l'automobile pose un certain nombre de problèmes. Après, je ne suis pas de ceux qui souhaitent uniquement ou dire ce qui ne va pas en fait. J'ai plutôt envie qu'on trouve des solutions en fait. 12 projets aussi parce que moi je défends le vélo depuis 2020. Je sais qu'il y a un potentiel énorme sur le vélo. L'exemple européen, ce sont les Pays-Bas où il y a un trajet sur 3 qui se fait à vélo. 30% des déplacements se font à vélo. En France, c'est 3 à 4%. Donc on peut faire x10 en développant les infrastructures, en développant une culture vélo. Clairement. Bien sûr. Ensuite, je sais aussi que ça ne marchera pas pour tout le monde. Et donc, il faut trouver d'autres alternatives plutôt que des voitures des automobiles qu'on nous propose aujourd'hui qui sont loin d'être propres, si je puis me permettre. Typiquement, les 2 véhicules électriques les plus vendus en 2023, c'est la Tesla Y et la Dacia Spring, qui sont des véhicules fabriqués en Chine avec un bilan carbone déjà désastreux au départ. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à changer en réinventant effectivement des véhicules qui soient plus sobres. La Model Y, elle est fabriquée en Allemagne, non, à Berlin. Venons-en aux caractéristiques du véhicule intermédiaire. Donc, j'avais interviewé l'an dernier Aurélien Bigot, qui est un chercheur spécialisé dans le domaine et que vous connaissez bien, et qui avait sorti une étude sur les véhicules intermédiaires qui était très intéressante. Et malheureusement, on y viendra après, mais j'ai l'impression que le marché a un petit peu du mal à se trouver, à évoluer, et c'est pour ça que vos initiatives sont super intéressantes, parce que comme vous le disiez, vous n'êtes pas uniquement là dans le côté un petit peu négatif, c'est-à-dire que vous cherchez des solutions, et c'est ce que j'ai apprécié dans votre démarche, c'est qu'elle est hyper enthousiaste et positive et optimiste, et du coup vous vous déplacez. Alors voilà, vous avez lancé une opération, vous allez nous en parler là, qui s'appelle la Nouvelle Aventure Mobile, et qui consiste à faire un tour de France et aller à la rencontre des gens qui œuvrent dans ce domaine, et notamment dans le domaine des électromobilités légères, à bord d'un véhicule intermédiaire. Alors, c'est quoi cet engin, et est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'est un véhicule intermédiaire ? Oui, alors le véhicule intermédiaire, en fait, c'est un véhicule qui effectivement est léger au départ. Donc, c'est des véhicules qui sont entre 80 kg et 500 kg, qui roulent à des vitesses différentes, donc entre 25 à l'heure pour ceux qui roulent le moins vite et qui sont plutôt des vélos assistance électrique, et jusqu'à 80 km/h. En fait, ils ont des formes très différentes. Tout est en train de s'inventer. Alors, ça décolle pas encore parce qu'on est au tout début, en fait. On n'a même pas encore de phase d'industrialisation. On est en train d'y arriver, en fait, justement. Donc, c'est des véhicules qui sont totalement nouveaux, qui réinventent aussi un imaginaire. Et donc, il faut aussi qu'ils s'inventent et qu'ils trouvent leur place et qu'ils trouvent finalement le bon usage. En tout cas, c'est une question de compromis. Et typiquement, celui que j'emploie pour ce Tour de France, donc c'est une sorte de vélo augmenté. Donc justement, il va là où le vélo assistance électrique finalement ne va pas. Donc c'est un véhicule qui est un quadricycle, qui fait 120 kg, qui a 4 roues, qui roule à 45 km à l'heure, donc qui permet quand même de se déplacer assez rapidement, surtout sur du périurbain et dans les zones rurales, et qui a 80 km d'autonomie et qui peut emporter 1 à 2 personnes, voire un adulte ou 2 enfants.
Et c'est un véhicule fermé, hein. De pouvoir avoir un véhicule. Il faut le préciser, fermé, c'est un véhicule fermé. Un véhicule fermé, donc oui, faut tout à fait. Et donc ça permet de se déplacer à l'abri des intempéries toute l'année. C'est un véhicule dans lequel on est actif. Alors c'est pas le cas de tous les véhicules intermédiaires, mais celui que j'utilise là, on est actif. Donc on retrouve les joies du vélo. On est actif dans son déplacement, on bouge. Alors en vrai, on contribue très peu à l'énergie nécessaire au véhicule, mais en fait, ça apporte beaucoup de choses. Déjà, on est dans la sobriété, on est dans la low-tech. Il n'y a pas de chauffage dans ce véhicule, mais on n'a pas froid. Comme on bouge, on n'a pas froid, donc ça élimine ce problème du chauffage qui devrait nécessiter plus d'énergie, plus de matériaux embarqués, etc. Et sur la question des batteries, donc c'est un peu un enjeu majeur aussi de ces nouvelles formes de mobilité. La batterie, elle fait 2 kWh. Ou une voiture électrique, c'est entre 40 et 60 kWh. Donc c'est 20 à 30 fois moins de batterie, donc c'est aussi moins de matériaux, de terres rares de minerais à extraire, c'est moins de matériaux aussi à recycler en fin de vie, etc. Donc c'est un peu tout l'esprit de ces véhicules intermédiaires. Il y a une dernière donnée qui est très importante, et on en parlait un petit peu en préambule par rapport aux ventes de véhicules électriques neufs en 2023 qui sont fabriqués à l'étranger et qui plombent la balance commerciale de l'automobile française. Et en fait, ce sont des véhicules qui sont fabriqués en France. En tout cas, les véhicules qu'on présente dans cette nouvelle aventure mobile, ce ne sont que des véhicules fabriqués en France. Donc, c'est très porté quand même par une initiative française. Et l'idée de ce projet qui est soutenu par l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique en France, et l'État, c'est de bâtir très rapidement une filière française de constructeurs de véhicules intermédiaires, de la consolider et de la protéger. Parce que demain, dans un monde, encore une fois, où je le répète, la voiture électrique ne sera pas accessible pour tout le monde. Clairement, il y a un vrai enjeu aussi social de permettre aux gens de se déplacer. Il y a quand même 13 millions de personnes en France qui sont aujourd'hui en précarité mobilité. Et donc, voilà, il faut trouver, qui sont dépendants de leur voiture. C'est plus une liberté, la voiture, pour la plupart des gens, c'est une dépendance. Et donc, il faut leur proposer des alternatives qui puissent leur permettre de se déplacer avec un moindre coût écologique et avec un moindre coût économique. Alors cet engin-là, en consommation, si je puis me permettre de rajouter une donnée, oui, pardon. Oui. Allez-y, finissez. Il y a beaucoup de choses à dire. Allez-y. Non, et puis une petite dernière information, si je peux me permettre d'ajouter ça, c'est que sur ce véhicule-là, par exemple, pour 1 euro d'électricité, je peux faire 150 km et je fais 1000 km pour 7 euros d'électricité. C'est voilà. Fou. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de retrouver de l'autonomie sur le véhicule, puisque comme c'est low-tech, il y a très peu de choses, il y a très peu d'électronique embarquée. C'est des pneus de vélo, c'est des plaquettes de vélo. Donc autant vous dire que c'est des choses qu'on peut changer soi-même très facilement, avec un coût qui est bien moindre par rapport évidemment aux pièces automobiles. Donc il y a aussi toute cette question-là de pouvoir finalement reprendre la main, reprendre le pouvoir sur son moyen de déplacement. C'est un peu ça la philosophie. Cet engin-là, pour ne pas cet engin que vous utilisez, je crois qu'il s'appelle, c'est le QBX Sorean, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Peut-être. Alors là, c'est fabriqué à Caracas. Ok. Pardon. Là, on est en audio, bien sûr, puisque c'est un podcast, mais on a aussi une version vidéo du podcast qui est publiée sur YouTube. Est-ce vous pourriez en profiter pour nous faire un petit tour du propriétaire, de nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, comment c'est foutu, et bien sûr. Pour ceux qui nous regarderont sur YouTube. Je vous laisse faire. Bien sûr. Alors là, je vous laisse apprécier la porte papillon. La porte papillon, je trouve ça génial. Ouais. Comme dans une Lamborghini. Et donc là, je suis à l'extérieur. Exactement, c'est ce que je dis assez souvent. C'est la Lamborghini du futur, beaucoup moins chère et beaucoup moins polluante. Donc là, je suis à l'extérieur. Donc vous voyez que c'est carronné. Alors là, on est vraiment sur un format qui réinvente l'imaginaire du véhicule. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui surprend les gens. Il y a d'autres constructeurs de véhicules intermédiaires qui eux prennent plutôt le pari de reprendre les codes de l'esthétique automobile. Mais là, on est sur quelque chose d'assez révolutionnaire en termes aussi de design. Donc on voit qu'il y a des roues de vélo, il y a les moteurs dans les roues avant. Et donc là, il y a mes affaires, parce que je suis en train de faire un tour de France, donc il y a mes affaires et puis mon matériel de production vidéo qui est là. Puisque l'objectif, c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais c'est de documenter tout ça et puis de réaliser des vidéos bas carbone pour montrer tous les enjeux et promesses autour de ces véhicules intermédiaires. Mais en tout cas, là, à la place de mon sac, il y a une banquette où un adulte peut s'asseoir confortablement, où on peut mettre 2 à 3 enfants s'ils sont en bas âge. Jérôme, la question que je me pose. Je referme le véhicule. Oui.
Oui, la question que je me pose, c'est quand je vois vos vidéos, vous avez fait toute une série de vidéos, on mettra le lien dans le podcast, c'est que parfois vous transportez un passager, donc adulte, hein, et vous pédalez. Et comment ça se passe au niveau de, il faut forcer ou enfin ça paraît quand même chaud comme ça de transporter une personne. Alors en fait, non, il faut pas forcer du tout. En gros, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pédalage, c'est un petit bonus, si j'ose dire. Le pédalage, il a pas d'apport énergétique en soi. Il faut savoir qu'en pédalant, on apporte environ 100 watts d'énergie. Voilà. Mmh. Alors que les moteurs, eux, au total, il y a 2 moteurs de 1500 watts, donc ils font 3000 watts. Donc autant vous dire que vous Ok. pédalez ou que vous ne pédaliez pas, ça change quasiment rien. D'accord. Mais en fait, le pédalage, il est plus pour être actif dans son déplacement, comme je le disais tout à l'heure. Et puis aussi, on bouge, hein, clairement. Hein, quand je fais quand même 100 bornes, 100 à 150 bornes par jour, je le Bien sens sûr. quand même à la fin de la journée, alors que je suis cycliste. Hein. Ouais. Tout le reste de l'année, je me déplace à vélo et musculaire, hein, beaucoup. Mmh. Et donc ça a plus cet apport en bienfait et en santé, en fait, hein, puisqu'il y a aussi un enjeu très fort de santé publique. Il y a des gens qui font très peu de pas dans la journée parce que ils partent de leur maison, ils vont à leur voiture qui est juste à côté, ils vont à leur travail. À leur travail, ils sont à un bureau. Donc tout ça, c'est très néfaste pour la santé, bien sûr. Donc c'est aussi l'idée, sur ce modèle-là en tout cas, d'avoir aussi un mouvement, en fait, qui Mmh. apporte aussi du bien-être, santé physique et santé mentale. Alors parlons du marché du véhicule intermédiaire. C'est une vraie question en fait. Moi, je m'y intéresse, je suis ça de près, et c'est un vrai questionnement. C'est est-ce que, alors vous le disiez tout à l'heure, c'est un marché qui est à ses balbutiements, mais on a quand même l'impression que les balbutiements durent depuis quelque temps. Et finalement, moi, je suis fan de ce type de véhicule. Je pense que effectivement il y a un avenir, et en même temps j'ai du mal à avoir de la visibilité sur ce marché, c'est-à-dire où est-ce que quand on veut chercher un véhicule comme ça, on a du mal à le trouver même sur internet. On tombe effectivement sur des entreprises, mais ce qui sont des entreprises artisanales où on a l'impression que c'est pratiquement façonné Mmh. à la demande. Souvent on tombe sur des sites qui paraissent un peu, des sites internet qui paraissent un peu à l'abandon, où rien n'a été mis à jour depuis 2 ans, où il y a toujours un bouton précommandé, mais en fait il se passe rien. L'esthétique, elle laisse parfois un petit peu à désirer. Enfin bref, on se demande si finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que tout le monde attende que les autres s'y mettent et que finalement personne ne s'y mette. C'est-à-dire que comment aujourd'hui on va convaincre une personne en campagne à passer à ce type de véhicule, sachant qu'on a déjà du mal à les faire passer au vélo. Ça fait beaucoup de questions. Alors c'est une très bonne, non, non, mais c'est une très très bonne question. Alors pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur le marché parce que le marché n'existe pas. Ouais. Donc Mmh. effectivement, c'est en train de se créer. Et pour la question des précommandes, effectivement, là, on arrive en phase d'industrialisation. Donc Ouais. alors, il y a des niveaux de maturité très différents en fonction des constructeurs et des porteurs de projets. Donc typiquement, le véhicule que j'utilise, c'est encore un prototype. Oui. Et donc le constructeur, là, il termine cette année la phase de prototypage pour entamer l'industrialisation en 2025. Et donc en Mmh. 2025, il fera une centaine d'unités pour monter en puissance ensuite. Enfin, il faut bien se rendre compte que c'est vraiment des pionniers qui sont en train de tout réinventer. Hugues Escarguel, qui a conçu ce véhicule-là, pour l'instant, effectivement, il travaille dans une sorte de petit garage. Donc à la Mmh. fois, il faut développer le véhicule, il faut le faire rouler, il faut l'améliorer, il faut avoir des retours. Alors là, les retours de la nouvelle aventure mobile vont aussi l'aider encore à Ouais, l'améliorer bien avant sûr. de vraiment pouvoir le produire à grande échelle. Mais entre-temps, il faut aussi trouver des financements. Et puis, il faut aussi industrialiser, ça veut dire construire une petite usine. Donc faut tout inventer, c'est énorme. Mmh. Mmh. Mais cela dit, il y a déjà des constructeurs qui sont prêts à industrialiser. Et je peux vous citer, et c'est très drôle parce que, alors c'est vrai que pour l'instant, les constructeurs automobiles restent en retrait. Ils observent. Oui. En Mmh. revanche, les équipementiers automobiles se sont saisis de la question. Et vous avez le groupe Savoie qui est basé dans les Alpes, que je vais voir justement, là je suis en route pour aller les voir, Ouais. qui produit des pièces pour les plus grands industriels automobiles, dont Stellantis par exemple, et qui s'est dit, l'automobile telle qu'on la propose aujourd'hui n'a pas d'avenir. Et donc, on va développer Mmh. notre propre vision de l'automobile, qui en l'occurrence, pour le coup, est un véhicule intermédiaire. Alors eux, justement, ils reprennent vraiment les codes de l'automobile. D'ailleurs, ça s'appelle même la bagnole.
Et donc c'est inspiré de la Méhari, de la Jeep. Donc ils jouent vraiment sur ces codes-là. Et eux, ils sont déjà en train d'industrialiser. Alors bien sûr, c'est un équipementier automobile, donc il y a des moyens derrière, il y a des équipes, etc. Ils ont déjà des process industriels et du matériel pour industrialiser. Et donc eux, ils commencent à produire là en ce moment. Et donc c'est les premiers véhicules intermédiaires qui vont être mis sur le marché. Et d'autres vont suivre. Vous avez la Aeon Motors aussi, la Wiz Aeon Motors qui est produit à Digne-les-Bains. Et qui eux proposent alors ça c'est très intéressant pour vous je pense parce que dans le véhicule intermédiaire il y a des véhicules comme le mien qui ressemblent plus au vélo et de l'autre côté vous avez des véhicules qui ressemblent plus à des voitures mais qui ne sont pas des voitures électriques qui restent des quadricycles encore une fois qui font maximum 550 kilos et vous avez la Wiz qui a eu cette idée géniale au lieu d'avoir un moteur central comme le proposent les voitures électriques aujourd'hui. La Wiz a 4 moteurs dans les roues en fait. D'accord. Donc ça permet d'avoir une sorte de mini voiture qui est très spacieuse en occupant très peu d'espace, qui reste très légère avec une batterie de 11,5 kWh, donc 3 fois moins qu'une Renault Zoé pour un usage quasi similaire. Voilà. Donc pour finir la question sur le marché, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui et moi j'en rencontre beaucoup sur cette nouvelle aventure mobile, c'est un Tour de France. Je rencontre beaucoup de gens qui attendent une solution, en fait, qui sont dépendants de leur voiture parce que, comme je le disais, il y a des endroits, par exemple à Millau, vous avez Millau et ensuite vous avez tous les villages, ils sont à 20 km avec 800 mètres de dénivelé. Donc, à part quelques personnes très convaincues, il y a peu de gens qui, avec un vélo à assistance électrique qui est limité à 25 à l'heure, qui vont pouvoir faire ce trajet qui va être très long. Et donc, le véhicule intermédiaire comme celui que j'emploie, par exemple, il permet finalement de se déplacer avec moins d'impact environnemental, avec moins d'impact économique sur son portefeuille et tout en gardant quand même la possibilité d'une liberté de déplacement, d'aller travailler avec finalement une toute petite perte de temps, mais des gains de l'autre côté qui sont énormes. Et en fait, c'est ça. Je pense que pour que ça fonctionne, il faut que les gains soient plus importants, à part les convaincus qui au départ, pour des raisons écologiques, vont s'y mettre. Et j'en rencontre, il y en a déjà qui en utilisent des véhicules intermédiaires, des citoyens qui vont déjà travailler en véhicule intermédiaire, qui vont déjà faire leurs loisirs en véhicule intermédiaire, qui emmènent leurs enfants à l'école en véhicule intermédiaire, donc ça existe déjà. Donc c'est un marché forcément qui va être d'abord porté par les convaincus, mais ensuite les gains, s'ils sont plus élevés que celui d'utiliser une voiture thermique ou électrique, là on va vraiment convaincre des millions de Français en fait. Donc le potentiel de marché est énorme et le fait que des équipementiers automobiles se mettent sur le marché, ça prouve beaucoup de choses, quoi. Il y a aussi l'État qui soutient les acteurs de la filière, l'ADEME. Il y a une 60aine de constructeurs qui investissent parfois des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros pour développer leurs véhicules, les améliorer et les homologuer, etc. Donc voilà, tout ça montre qu'il y a beaucoup d'indicateurs positifs et prometteurs pour ce marché. Et une dernière information, c'est que même des gros constructeurs automobiles comme Toyota vont de plus en plus vers la micromobilité, en fait. Donc tout ça montre que même les gros faiseurs du marché vont vers ça quoi. Oui. En tout cas. Alors Toyota, c'est une marque japonaise et c'est assez culturel au Japon, les kei cars, les petites voitures. Alors c'est pas tout à fait des véhicules intermédiaires, mais ce sont de toutes petites voitures. Alors il se pose quand même, et on finira peut-être un peu là-dessus, il se pose la question des infrastructures, parce que on est un peu sur un marché entre deux, c'est-à-dire que on peut pas, avec un véhicule intermédiaire comme celui que vous conduisez actuellement, dites-moi si je me trompe, mais on peut pas emprunter les pistes cyclables. On est obligé d'aller sur la chaussée, mais en même temps, on peut pas utiliser non plus toute la chaussée puisqu'on est interdit de voies express, etc. Donc, finalement, le domaine d'utilisation est relativement limité, je mets des guillemets, et puis surtout, il n'est pas forcément très rassurant. C'est-à-dire, se dire qu'on roule avec un petit engin comme ça, très léger, à 45 km/h sur une nationale, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rassurant. Oui, alors il y a deux questions dans votre question. La première, c'est la perception de la sécurité. Alors, alors pour l'instant, je touche du bois, j'ai eu aucun problème sur les 2400 km que j'ai déjà parcourus. Alors bien sûr, il y a des routes peu fréquentées où c'est beaucoup plus agréable de rouler. Bien sûr. Mais même sur les nationales ou les départementales très fréquentées, là je suis sur une route où il y a énormément de voitures et des gros camions. J'ai pas de sentiment d'insécurité en fait, parce que on est quand même bien visible sur la route, on occupe l'espace.
Et je trouve qu'on est bien intégré en fait par les automobilistes. Alors après, il y a des chauffards, bien sûr, hein, comme on en croise aussi en vélo ou quand on est en voiture. Donc ça, on changera pas, mais très globalement, franchement, c'est plutôt une très bonne surprise. Après, ça résout pas la question de la perception de la sécurité qu'auront les gens en se disant est-ce que je me sens capable de rouler avec ce véhicule-là ou pas. Mais typiquement, et je reviens sur Mio. Il y a une expérimentation en cours avec des dizaines de véhicules intermédiaires qui sont mis à disposition des citoyens et qui testent sur les routes. Et en fait, les retours sont très positifs, en fait. Parce que les moyennes de vitesse, finalement, sont pas si élevées dans la plupart des territoires. En campagne, c'est 60 km/h. Donc finalement, on roule à peine moins vite. Et donc finalement, on s'intègre bien sur les infrastructures. Sur les pistes cyclables, c'est pas un véhicule adapté pour les pistes cyclables. Il faut surtout pas que ça vienne empiéter sur le territoire du vélo, en fait. Il faut vraiment que ça vienne remplacer des voitures et non pas des vélos, en fait. Donc voilà. Donc je pense que il a sa place. Après, sur votre deuxième question, effectivement, ça répond pas à tous les usages. Aurélien Bigot en parle. Il y a seulement 6 déplacements par an en moyenne par Français en voiture qui fait plus de 80 km. Donc en fait, il faut juste réinventer la manière de se déplacer quand on doit aller plus loin. Et donc, on peut faire différemment. On peut se déplacer en bus, on peut se déplacer en train, on peut se déplacer en covoiturage, on peut se déplacer avec de l'autopartage. Et d'ailleurs, des véhicules intermédiaires ou des voitures électriques autopartagées, ça serait une très très bonne solution pour réduire le nombre de voitures, en réduire l'impact et permettre une accessibilité plus grande. Donc, oui, on revient au concept de mobilité partagée. Je précise que, parce qu'on n'a pas parlé d'un point de vue technique, que votre voiture, enfin votre véhicule actuel, avec lequel vous faites la nouvelle aventure mobile, se recharge en environ 1h30 sur des prises de 120 volts, et que vous avez cette particularité effectivement qu'on connaît quand on roule en voiture électrique et qu'on se recharge sur les bornes que j'appelle les bornes de recharge de village, qu'on trouve généralement sur la place principale des petites agglomérations. Et bien souvent sur ces bornes, il y a des prises de 120. Et donc c'est là que vous vous branchez, et c'est là que vous êtes actuellement branché pendant qu'on se parle, puisque vous êtes dans une étape où vous êtes en train de recharger. Il faut en gros 1h30 pour recharger la voiture, ce qui est très rapide finalement. Quand on sait que sur un vélo électrique, il faut compter entre 5 et 6 heures pour une recharge. Donc là, on va beaucoup plus vite. Exactement. En fait, alors c'est un véhicule qui est vraiment taillé pour faire les trajets du quotidien et non pas spécialement pour faire un Tour de France. Moi, je veux prouver que qui peut le plus peut le moins. Et donc, moi, je fais des étapes qui sont conséquentes. Je fais des étapes de 100 à 150 km par jour. Donc, ça nécessite 1 à 2 recharges par jour. Et comme dit, ce fait d'avoir une prise de 120, ça change tout parce qu'il y a soit effectivement les bornes de voitures électriques, pas toutes, mais la plupart sont équipées d'une prise de 120. Ou soit simplement une discussion de 5 minutes dans un village et très rapidement quelqu'un nous propose de pouvoir recharger les véhicules. Donc en tout cas, il y a beaucoup plus de possibilités de recharger. Et puis en termes d'infrastructure et de déploiement, ça permet aussi d'éviter de devoir mettre des bornes avec des équipements lourds un peu partout, quoi. Donc il y a aussi cette facilité d'installation sur l'électrification de 120. Il y a les places de village où il y a des bornes, enfin pas des bornes, mais des petits coffrets électriques pour les marchés, par exemple. Vous voyez, donc ça m'arrive de me brancher sur des coffrets comme ça. Ouais. Jérôme, une dernière question, alors qu'une question justement de produits et de gamme. Alors on a bien compris que pour l'instant le marché n'est pas encore mûr et qu'il n'a pas encore trouvé son Apple ou son Tesla du véhicule intermédiaire. Ça viendra peut-être un jour. En attendant, moi je me posais la question et je me disais que finalement, moi je roule en vélo électrique aussi depuis longtemps. Et je me disais, bon, je vois les vélos cargo, je vois toutes les diversités aujourd'hui, toute l'offre et la diversité et la richesse de l'offre pour tout ce qui concerne les vélos à assistance électrique. Et par contre, ce que je n'ai jamais vu, c'est finalement un vélo à assistance électrique fermé. Vous voyez, une espèce de vélo cargo, mais dans lequel on serait à l'abri, comme dans votre voiture actuelle. Ça existe ça ou pas? Ça serait idéal, non, pour les gens qui ne veulent pas lâcher le vélo? Eh ben, ça existe, ouais, exactement. Ça s'appelle un urbaner. C'est produit à Laval. Et donc, ça roule à 25 km à l'heure. Et donc, ça permet de déplacer 1 à 2 personnes ou un adulte et 2 enfants. Et donc, c'est un tricycle
pendulaire, donc ce qui permet Ok. d'être très réactif dans les virages. Et d'ailleurs, on fait un épisode sur ce véhicule intermédiaire, donc le HPR Urbaner, à la rencontre d'un jeune papa qui s'appelle Timothée Lopez et qui tous les jours fait 24 km pour emmener les enfants à l'école et pour aller travailler. Donc D'accord. voilà, c'est la preuve que ça fonctionne. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Zindi. Je rappelle que vous êtes vélo-reporter et que vous êtes actuellement dans un projet, un beau projet, une belle aventure, la nouvelle aventure mobile qui consiste à faire un tour de France et aller à la rencontre des acteurs de l'électromobilité légère, on va dire, à bord d'un véhicule intermédiaire tout à fait original et intéressant. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à vous, Eric. À bientôt. L'essai de la semaine. Le SUV urbain Mini Countryman SE All 4 2024 fait peau neuve en se réduisant à des proportions compactes, tout en adoptant sa première motorisation entièrement électrique. Ce changement promet une expérience de conduite urbaine plus efficace, tout en s'inscrivant dans la tendance croissante vers la mobilité électrique. Mais écoutez plutôt ce qu'en dit notre essayeur maison, Andy David. Je suis au Portugal pour prendre les commandes de la toute nouvelle Mini Countryman électrique. Alors le problème historiquement pour Mini, c'est que quand les gens ont commencé à avoir des enfants et à avoir des familles avec plus de monde, ils quittaient la marque. Là, cette voiture, elle prend de l'ampleur et le but, c'est de garder les familles. Elle est électrique pour la première fois, donc on va voir si sur ce rayon et avec cette motorisation, c'est une voiture pertinente. Alors une des réponses de Mini, c'était par exemple à l'époque de la BMC dans les années 60, c'était de faire l'Austin Maxi. Là, on peut vraiment parler de Maxi parce que cette voiture maintenant, c'est la taille d'un ancien 3000. La longueur, c'est 4,44 m, la largeur, c'est 1,84 m et la hauteur, c'est plus d'1,65 m. Donc c'est vraiment un SUV compact. C'est déjà assez gros et donc pour la marque, c'est presque un nouveau terrain. Il est largement plus grand que l'ancien Countryman. Alors j'ai fait un petit reset pour voir la consommation autoroutière de la voiture. Sur une section, on va dire, avec un peu de vent, défavorable puis favorable, j'ai fait une moyenne de 24,5 kWh au 100 km. C'est un peu beaucoup. Si on exploite la tranche 20-80, qui est la meilleure, notamment pour stratégiquement pour programmer ses recharges, ça fait un petit peu court parce qu'en gros, on peut s'attendre à faire 160 km à peu près avant de repasser en dessous des 20%. Et donc, si on est à 120, 130, ça passe assez vite. En fait, ça fait, maximum 1h30 pour optimiser ses arrêts. Donc, c'est un poil court pour un usage gros rouleur ou grosse rouleuse. Et la moyenne totale sur tout le trajet, vous l'avez là, c'est écrit en gros. C'est un truc que j'aime bien sur cet écran, c'est que c'est globalement écrit en gros. Pas besoin de descendre trop dans les menus, etc. Et donc on est à 23,1 sur à peu près 3 heures de conduite et tout type de route, pas mal d'agglomération, un tiers de route avec des passages pour tester la partie dynamique. Bon, voilà, c'est pas la voiture pour faire de super longues distances. Enfin, vous pouvez les faire, mais ça prendra un petit peu de temps. Sur la consommation énergétique, c'est pas franchement le meilleur choix sur le marché. Il y a des voitures plus grosses qui font mieux. Elle est capable quand même de se recharger à 130 kW, ce qui est dans la bonne moyenne dans les standards actuels de la catégorie. Donc, on peut relativement minimiser les temps d'arrêt. Sachez que la voiture, elle est annoncée avec un 10 à 80% en 29 minutes. Ça reste quand même, je pense, globalement, d'un point de vue énergétique, un peu insuffisant. Et comme toujours, vous connaissez maintenant la musique sur Automobile Propre. La voiture, une fois qu'elle sera arrivée en France, on va la voir pour le super test mené par mon camarade Soufiane Benhamouda avec sa procédure inattaquable. Il vous parlera des temps de recharge exacts de la crête, etc. Est-ce que ça retombe vite ou pas? Ça, il fait toutes les mesures qu'il faut. C'est à lire régulièrement sur Automobile Propre. Et je vous invite à aller voir le palmarès, parce que souvent, on a des bonnes ou des très mauvaises surprises. Ce qui n'est pas vraiment une surprise, par contre, ce sont les tarifs de cette Mini Countryman électrique. Pour cette version 4 roues motrices, le prix catalogue s'établit à 50 760 € en entrée de gamme. On ne se parle donc même plus de la zone bonus. Les versions les plus huppées, comme notre véhicule du jour, approchent ou dépassent le seuil des 60 000 €. Le pack XL compte heureusement de nombreux équipements comme le toit panoramique, la recharge smartphone par induction, les sièges chauffants, la caméra 360 degrés, le chargeur 22 kW ou l'affichage tête haute. Mini Maxi donc, mais avec le prix qui va avec.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!